face à l'Allemagne, avant de regarder les images, avant de voir la palette ensemble en diaporama, juste on va se poser une question. Pourquoi Gareth Southgate a-t-il décidé de changer de système alors que les Anglais utilisaient un 4-2-3-1 utilisé depuis le début de la compétition? Pourquoi Gareth Southgate a-t-il décidé de changer de système pour aller plus vers une sorte de 3-4-3 qui se transforma donc en 5-2-3 en phase défensive? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas eu cette découverte tactique parce que les Anglais avaient déjà utilisé ce système, notamment lors de certains matchs de préparation, notamment face à la Belgique, où les Anglais avaient gagné 2-1. Gareth Southgate a changé de système, ce n'est pas pour le fun. Gareth Southgate voulait s'adapter à la nouvelle animation, au nouveau système de l'Allemagne. Le nouveau système de l'Allemagne est le 3-4-3. Notamment, le nouveau système de l'Allemagne a fait souffrir notamment le Portugal avec cette ligne de 5. Et c'est vrai que habituellement, l'Angleterre utilise un 4-2-3-1 et le Portugal avait énormément souffert, notamment avec sa ligne de 4 défensif. Vous avez souffert face à cette ligne de 5. Ils avaient souffert avec cette ligne de 5 offensif, avec le surnom créé par les Pistons. Ce qui est intéressant, donc avec ce 3-4-3, les Allemands ont créé des égalités numériques sur toutes les lignes. Première ligne, la ligne défensive des Allemands. Pour la relance, les 3 défenseurs face aux 3 attaquants. Au milieu de terrain, on avait une sorte de 3 contre 2, si on compte notamment la position de Xhaka, qui était positionné sur Toni Kroos. Et en phase offensive, les Allemands créent une ligne de 5, et donc les Anglais ont pu faire des marquages individuels, notamment des pistons, sur les pistons allemands, où notamment vous voyez Trippier sur Gosens, puis on avait Luke Shaw sur Kimmich. Voilà les principales raisons du changement de système de Gareth Southgate. C'est avéré payant. Mais entre 2 grosses équipes de la compétition, l'Angleterre et l'Allemagne, après la France, après le Portugal, après les Pays-Bas, quelle grande équipe allait sortir? L'Angleterre n'a pas eu beaucoup d'occasions, seulement 5 tirs. Mais les contres ont été assez bien joués. Les Anglais ont marqué sur 2 jolis mouvements collectifs, terminés premièrement par Sterling et deuxièmement par Harry Kane pour le deuxième but. Alors que les Allemands ont joué haut, comme face à chaque équipe, les Allemands avaient aligné un 3-4-3. L'équipe allemande s'est vite retrouvée coupée en 2, avec déjà premièrement les 5 organisateurs, les 3 centraux, Ginter, Hummels, Rudiger, puis Goretzka et Toni Kroos, puis la deuxième partie, les 3 attaquants et les pistons, qu'on a vu très haut, ou soit trop bas, ou soit assez bas, pour proposer des solutions pour relancer, et qui étaient à chaque fois pressés par le piston anglais. Gareth Southgate, lui, a décidé de concocter un 3-4-3. Premièrement, pour s'adapter à la nouvelle animation de Joachim Löw, pour créer des égalités sur toutes les lignes. Première ligne, la ligne offensive, les 3 centraux face à Saka, Kane et Sterling. Puis au milieu de terrain, entre Philips, Rice contre Kroos et Goretzka. Puis après, la ligne de 5 offensive des Allemands avec les 2 pistons, plus les 3 attaquants, contre les 3 défenseurs centraux, puis les deux pistons. En phase défensive est schématisé en 5-2-3. En phase défensive, Xhaka se positionne axialement pour gêner Toni Kroos. Southgate demande à Xhaka puis à Phillips de presser Toni Kroos pour qu'il ne soit pas trouvé dans un premier temps. Et s'il est servi, s'il touche le ballon, qu'il ne se retourne pas. Il est important, il est primordial. Southgate a demandé à ses joueurs de gêner Toni Kroos, c'est pas pour rien, il est important, il est primordial, il envoie de longues transversales, il est important, c'est le seul joueur qui distribue aux 5 Allemands, car les centraux, eux, jouent assez court et essayent de chercher Toni Kroos pour que après Toni Kroos envoie de longs ballons aux 2 pistons, puis aux attaquants. Vous allez dire qu'avec la position de Xhaka qui est assez axiale, il va laisser de l'espace sur le côté. C'est vrai, mais quand le ballon est écarté sur le côté, Gosens est direct pressé par Trippier. Il reçoit le ballon, Trippier sur Gosens, et puis Xhaka essaye donc de couper la relation avec Toni Kroos,
Et puis si le ballon est écarté un peu plus bas aux défenseurs centraux, il va aller presser les centraux. Et on voit Calvin Phillips, si Toni Kroos est servi, Calvin Phillips va direct sortir sur Toni Kroos. Est bien en place. Les milieux de terrain reviennent très très bas. On voit la position de Calvin Phillips. Là, il est super bas. Il se transforme presque en défenseur centraux. Xhaka qui s'occupe toujours de jeûner Toni Kroos. Toni Kroos qui est très important pour cette équipe allemande. Toni Kroos qui fait en moyenne par match 8,53 passes vers l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Harry Kane, on voit la ligne anglaise qui n'est pas très haute. La preuve, Harry Kane laisse 2-3 mètres à Mats Hummels. Il s'occupe plus de couper les lignes de passe, de couper la relation avec Toni Kroos que de venir prendre une conclusion pour gêner Toni Kroos. Il y a eu plusieurs techniques. Déjà, premièrement, Xhaka qui se positionne près de lui, Kane qui essaye de couper les relations, et là on rentre un peu plus dans le concret. Si Toni Kroos est servi, et bah le piano de Wilshere, Calvin Phillips sort sur Toni Kroos. Marquage individuel, là on voit Müller décroche, Walker sort sur Müller, et là c'est pareil pour Trippier qui est sur Gosens. Ça a été le meilleur joueur allemand et de loin, il a dégagé 5 fois le ballon, il a gagné systématiquement les duels face au meilleur buteur et au meilleur passeur de Première Ligue, Harry Kane. C'est pour ça d'ailleurs que Harry Kane s'est énormément déplacé sur les côtés pour s'éloigner de Mats Hummels. Kane a donc apporté des solutions aux porteurs de balles sur les côtés. Et l'un des meilleurs Anglais depuis le début de l'Euro. Il a touché 45 ballons, il est positionné dans un rôle d'ailier intérieur comme à City. Et ce qui est intéressant avec Raheem Sterling, c'est qu'il bouge énormément. On le voit aussi beaucoup bouger, pas que sur le côté gauche où il se positionne dans le half space. Il se positionne aussi à droite. On voit dans cette heatmap, les parties les plus colorées sont à droite et à gauche. Sur le papier, il est positionné à gauche, mais on voit qu'il bouge énormément aussi à droite. Ce qui est intéressant, c'est que sur le premier but, il a fini la belle action collective. D'ailleurs, il était à la création de cette première action. Il finit après le centre de Luke Shaw. Et ce qui est intéressant, c'est que les Allemands avaient des marquages individuels comme Hummels sur Harry Kane, quand Kane décrochait dans l'axe. Parce que quand Kane décrochait sur le côté, Hummels ne sortait pas sur Harry Kane, ce qui aurait laissé beaucoup trop d'espace dans l'axe qu'aurait pu profiter, par exemple, Calvin Phillips, comme ça avait été le cas à la 28e minute de jeu. Et là, on voit Rudiger qui se positionne à côté de Raheem Sterling. Alors, les Anglais ont été bien en place, bien structurés durant l'ensemble de la rencontre, mais à la 80e minute de jeu, Raheem Sterling veut jouer vers l'arrière, il offre une super possibilité de contre. L'équipe anglaise n'est pas bien repliée, il y a de l'espace dans l'axe, mais Thomas Müller va louper la balle de 1 partout. Ça aurait complètement changé la rencontre si Thomas Müller avait réussi à marquer, si Thomas Müller avait fait preuve un peu plus de réalisme, parce qu'il avait battu complètement Pickford qui n'était pas du tout sur la trajectoire. Ça passe notamment pas loin des poteaux. Alors, en conclusion, l'équipe anglaise a été solide dans un 5-3, dans un 5-2-3, excusez-moi. Les Anglais ont bien gêné Toni Kroos avec un plan bien assimilé, un plan bien compris par toute l'équipe anglaise. C'est vrai que les Anglais ont bien travaillé. Gareth Southgate avait vu que Toni Kroos était une pièce maîtresse, notamment on l'avait vu face au Portugal. Il avait totalement le temps d'ajuster, de faire de longues transversales, de longues passes vers les pistons, notamment Gosens et Kimmich. Il avait le temps d'ajuster ses passes, de faire de très très belles transversales, car Fernando Santos demandait à William Carvalho et à Danilo de chasser à chaque fois que Toni Kroos avait le ballon, mais le problème c'est que ils ne l'ont pas fait sur le terrain. Danilo et William Carvalho n'avaient pas assez de vitesse et n'avaient pas assez de volume de jeu pour venir chasser à chaque fois que Toni Kroos avait le ballon. Ce qui était complètement différent, notamment parce que chacun venait gêner Toni Kroos pour qu'il ait le ballon. Et deuxièmement, il y avait toujours Calvin Phillips s'il recevait le ballon pour le presser. Donc il n'avait pas le temps d'ajuster
d'ajuster ses passes. C'est pour ça que Gosens et Kimmich, quand ils ont touché le ballon, ils étaient assez bas. Ils n'ont pas reçu de ballon très très haut. Et c'est vrai que c'était les principaux dangers lors des matchs allemands à l'Euro. Et c'est vrai qu'on les a très très peu vus face aux Anglais, notamment parce que Toni Kroos a été bien pris, bien tenu. Et on voit que quand Toni Kroos est bien tenu, on voit que cette équipe allemande a eu du mal à donner les ballons aux attaquants. Cette équipe allemande était coupée en deux. C'est vrai qu'on a vu très très peu de transversales, 0 pasqué de la part de Toni Kroos et aussi 0 pasqué de tous les défenseurs. Donc c'est un match assez décevant des Allemands, notamment avec le ballon. Donc si cette vidéo, si cette analyse tactique vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et je vous pose une question, est-ce que vous voulez que je fasse une preview tactique sur la quart de finale entre l'Italie et la Belgique? Salut!